Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les 3 premières vidéos de la nouvelle chaîne d'Hermès. On a parlé des mystères de Satoshi Nakamoto, on a fait un zoom sur les 7 architectes de l'écosystème cryptographique depuis sa naissance, puis nous avons poursuivi sur la révolution de l'écosystème cryptographique dans son ensemble, et les retours sont unanimes. Merci pour votre soutien, merci de vous abonner à cette nouvelle chaîne, merci de commenter, de me donner des idées et beaucoup de force. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous venez juste de me découvrir, sachez que nous avons déjà une communauté qui s'appelle les Rois du Bitcoin avec une chaîne YouTube où on fait des analyses graphiques et fondamentales quotidiennement. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un tour du monde, mais cette fois-ci, un tour du monde temporel. Revenons 2000 ans en arrière et nous allons aujourd'hui aborder la révolution monétaire. Et vous allez voir à quel point l'ensemble de l'écosystème cryptographique et Bitcoin a un rôle à jouer déterminant. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on commence maintenant. Imaginez, vous tenez dans votre main la monnaie la plus puissante du monde. Elle finance des armées, elle construit des empires et règne sur les échanges planétaires. Vous êtes au sommet de votre histoire, invincible et éternel. Et puis, tout s'effondre. En seulement 20 ans, et parfois moins. Rome, la Chine impériale, l'Espagne, la Grande-Bretagne ou même la France, tous ont connu cette ivresse du pouvoir monétaire absolu et tous ont chuté de leur piédestal doré. Aujourd'hui, le dollar américain règne en maître depuis près d'un siècle. Il contrôle 60% des réserves mondiales. Il finance 80% du commerce international. Il semble indestructible. Mais l'histoire nous murmure une vérité terrifiante. Aucune monnaie, je dis bien aucune monnaie, n'est éternelle. Chaque empire monétaire porte en lui les germes de sa propre destruction. Et si je vous disais que nous sommes peut-être en train de vivre les dernières années de l'hégémonie du dollar américain? Que les signes avant-coureurs de l'effondrement sont déjà là, sous nos yeux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les grands cycles de l'histoire monétaire. Nous allons découvrir comment les monnaies naissent, dominent, puis meurent selon des patterns implacables qui se répètent depuis des millénaires. Et vous allez voir encore une fois à quel point ce n'est jamais différent. De la première monnaie papier chinoise aux crypto-monnaies d'aujourd'hui, préparez-vous à un voyage vertigineux à travers l'histoire du pouvoir et de sa chute inévitable. Car celui qui ne connaît pas l'histoire monétaire est condamné à la répéter. Nous sommes en 810 après Jésus-Christ. Dans les brumes matinales de Chang'an, capitale de l'empire Tang, un marchand de soie glisse discrètement un petit morceau de papier dans sa bourse. Ce simple bout de papier va littéralement changer l'histoire de l'humanité pour toujours. C'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. C'est quelque chose de révolutionnaire que les Occidentaux ne découvriront que des siècles plus tard. C'est la première monnaie papier de l'histoire. Les Chinois l'appellent le feiqian, l'argent volant. Un nom poétique pour une innovation qui va bouleverser l'économie mondiale. Ces certificats permettent aux marchands de la route de la soie de voyager sans transporter des sacs entiers de pièces métalliques. C'est la première révolution de la mobilité financière. Mais ce n'est que le début, car la Chine impériale va pousser cette innovation jusqu'à ses limites les plus extrêmes. 11e siècle, dynastie Song. L'empereur Songzong fait un pari audacieux qui va littéralement redéfinir l'avenir monétaire du monde. Il crée le zhuozi. C'est les premiers billets de banque émis par un État de l'histoire humaine. Plus de papier privé entre marchands. L'État lui-même garantit ces petits bouts de papier. Vous avez bien entendu, garantit ces bouts de papier. L'innovation est juste géniale. L'économie chinoise explose, le commerce fleurit, la Chine devient la première puissance économique mondiale. Cet ancêtre de la monnaie papier circule de Pékin à Canton, situé à 2000 km de distance, facilitant des échanges commerciaux d'une ampleur jamais vue auparavant. Pendant des siècles, ce système fonctionne à merveille. La Chine domine l'économie internationale grâce à cette avancée technologique monétaire considérable pour l'époque. L'Empire du Milieu règne sur les flux financiers planétaires. Mais voici la première leçon terrible de l'histoire monétaire.
L'innovation qui vous élève peut aussi littéralement causer votre chute. Nous sommes en 1375 après Jésus-Christ. Dynastie Ming, l'empire Hongyu lance les grands billets du trésor Ming. Sur le papier, c'est la continuité d'une tradition séculaire. Dans la réalité, c'est très probablement le début d'une catastrophe économique planétaire. Car les empereurs Ming font une découverte enivrante. On peut imprimer autant d'argent que l'on veut. Pourquoi collecter des impôts difficiles quand on peut simplement faire tourner les presses à papier? Les billets Ming se multiplient de façon exponentielle. L'inflation explose en quelques décennies. Pire, ils valent même moins que le papier car personne n'en veut réellement. La population perd totalement confiance. Les marchands refusent ces billets. L'économie chinoise s'effondre. Littéralement, la première puissance mondiale économique vient de s'autodétruire par pure cupidité. Nous assistons ici au tout premier cycle économique complet de l'histoire. Innovation, domination, excès et effondrement. En moins de 6 siècles, la Chine a inventé la monnaie moderne et a découvert les dangers mortels de l'impression monétaire illimitée. Une leçon que l'Occident va mettre des siècles à apprendre et qui semble bien avoir oublié. Rome, l'Empire éternel. 1000 ans de domination absolue. Un système monétaire qui a unifié le monde antique sous l'autorité du denier d'argent. Mais regardons de plus près cette éternité romaine, car elle cache l'une des destructions monétaires les plus spectaculaires de l'histoire. 1er siècle après Jésus-Christ. Le denier romain, monnaie de Rome antique, contient plus de 95% d'argent pur. Certaines études relèvent même que certaines pièces contenaient 99% d'argent pur. C'est la monnaie la plus respectée du monde antique. De la Grande-Bretagne à l'Égypte, de l'Espagne à la Syrie, tous, je dis bien tous, acceptent cette pièce étincelante qui porte l'effigie des empereurs qui se sont succédés, d'Auguste à Néron. Cette pureté métallique n'est pas accidentelle. Elle reflète la puissance militaire et économique de Rome. L'Empire contrôle les mines d'argent d'Espagne, les routes commerciales méditerranéennes, la richesse des provinces conquises. Rome peut se permettre de frapper une monnaie pure parce qu'elle domine le monde. Mais les guerres coûtent très cher. L'administration d'un empire gigantesque coûte également très cher. Maintenir des dizaines de légions aux frontières coûte cher. Et voici commence la chute. Quand les dépenses dépassent les revenus, la tentation de dévaluer devient irrésistible. 3e siècle après Jésus-Christ, l'empereur Septime Sévère fait un choix fatidique. Pour financer ses campagnes militaires, il réduit la teneur en argent des deniers d'argent, juste 10%. Mais au fond, qui va s'en apercevoir? Le denier d'argent ressemble toujours au même. Il porte toujours l'aigle impériale. Seuls quelques orfèvres spécialisés pourraient détecter la différence infime. Erreur fatale. Car une fois que vous commencez à dévaluer, impossible de s'arrêter. Chaque empereur suivant fait le même raisonnement. Juste un peu moins d'argent. Juste pour cette fois. Juste pour financer cette guerre cruciale. C'est le début du quoi qu'il en coûte à la sauce romaine. L'accélération devient vertigineuse. Sous Galéen, en 2060 après Jésus-Christ, le denier d'argent ne contient plus que 5% d'or. Sous Dioclétien, moins de 1%. En moins de 150 ans, la monnaie la plus respectée du monde antique est devenue un vulgaire jeton de bronze argenté. L'aigle d'or n'est plus que l'ombre de lui-même. La monnaie impériale est devenue une vulgaire monnaie de façade que plus personne ne veut. Les conséquences économiques sont apocalyptiques. L'inflation explose dans tout l'Empire. Les prix sont multipliés par 1000. Les salaires ne suivent pas, l'économie monétaire s'effondre, les provinces retournent au troc. Mais voici le détail le plus terrifiant. Cette destruction ne prend pas des siècles. Elle se concentre sur une seule génération. En moins de 25 ans, entre 240 et 260 après Jésus-Christ, l'Empire romain passe de la prospérité invincible au chaos total. C'est une leçon impitoyable. La confiance en une monnaie peut se construire sur 2 siècles et s'effondrer en 10 fois moins de temps. Rome survit encore quelques siècles grâce à ses institutions, ses légions, sa culture, mais économiquement, l'Empire est déjà mort depuis le IIIe siècle. La chute politique de Rome, 476, ne fait que constater un décès survenu 200 ans plus tôt. Rome a littéralement capitulé. Première règle d'or des cycles monétaires.
Quand la monnaie meurt, l'empire suit toujours. Faisons un bond en avant. 1792. Dans les rues poussiéreuses de Philadelphie, le Congrès américain vote le Coinage Act. C'est une loi qui semble anodine. Elle crée une monnaie nationale pour les jeunes nations des États-Unis d'Amérique. Personne ne se doute qu'ils viennent de lancer la future monnaie de réserve mondiale, car l'Amérique, en 1792, n'est en réalité qu'une ancienne colonie ruinée, endettée, méprisée par les puissances européennes. 13 États fragiles coincés entre l'océan Atlantique et le territoire indien, une économie agraire primitive, aucune véritable industrie digne des fleurons européens. Et surtout, un traumatisme monétaire récent qui va forger l'ADN du dollar. On parle ici de l'effondrement des continentales. Alors évidemment, les continentales étaient les premiers billets émis par les colonies américaines pendant la guerre d'indépendance entre 1775 et 1783. Mais une impression massive, sans adossement à l'or, provoqua une hyperinflation et son effondrement précoce. Ça a laissé un profond traumatisme monétaire, ce qui donnera d'ailleurs l'expression encore utilisée de nos jours outre-Atlantique, ça ne vaut pas un continental. Cette catastrophe traumatise profondément les fondateurs américains. Ils comprennent viscéralement les dangers de la planche à billets. Le dollar naît donc avec une obsession, être l'anticontinental, solide, fiable, adossé à l'or et à l'argent. Cette sagesse monétaire va porter l'Amérique vers des sommets. Au début du XIXe, pendant que l'Europe se déchire littéralement pendant les guerres napoléoniennes, l'Amérique construit tranquillement sa puissance économique. Première révolution industrielle, ruée vers l'or, conquête de l'Ouest, construction de chemins de fer transcontinental, le dollar accompagne cette expansion phénoménale. La promesse est toute trouvée. Monnaie stable, d'un pays stable, dans un monde instable. Les investisseurs européens commencent à regarder vers l'Amérique avec intérêt. Mais ce rêve éveillé s'arrête brusquement. Le monde entre dans la Première Guerre mondiale. Le moment de bascule absolue. Pendant que l'Europe s'entretue littéralement dans les tranchées, l'Amérique, elle, finance les belligérants. Londres, Paris, Berlin qui empruntent massivement de l'art pour acheter des armes américaines. En 4 ans, les États-Unis passent de débiteurs à créanciers de l'Europe. Encore plus rapidement, le centre de gravité de la finance mondiale migre de Londres à New York. Wall Street concurrence littéralement la City de Londres. Alors, à ce moment-là, le dollar n'a pas encore officiellement remplacé la livre sterling comme monnaie mondiale de réserve. Mais économiquement, le basculement est déjà accompli. Une forme d'anticipation. L'Amérique dicte désormais les conditions monétaires planétaires. Et notamment en 1944 avec les accords de Bretton Woods, les puissances alliées consacrent et reconnaissent officiellement la domination du dollar. Toutes les monnaies se définissent par rapport au dollar. Le dollar lui-même reste inconvertible en or, à 35 dollars l'once. C'est l'apothéose. Le dollar règne sur l'économie mondiale reconstruite. L'Amérique contrôle maintenant 75% de l'or mondial et 50% de la production planétaire industrielle. Mais attention, nous avons vu avec Rome et la Chine comment les cycles monétaires évoluent. La montée, l'apogée, puis je vous fais pas un dessin. Car voici la question terrifiante qui va hanter la suite de notre récit. Le dollar d'aujourd'hui ressemble-t-il pas aux deniers romains du 1er siècle ou à ceux du 3e siècle? Nous sommes le 15 août 1971. Dans le secret du camp David, le président Richard Nixon prend une décision qui va bouleverser l'histoire monétaire mondiale. Il supprime unilatéralement la convertibilité du dollar en or. Fini Bretton Woods, fini les talons or, le dollar devient une monnaie entièrement fiduciaire, garantie uniquement par la confiance en l'économie américaine. Bien sûr, crise oblige, Nixon présente cette décision comme temporaire, une mesure d'urgence pour protéger le dollar contre les super spéculateurs. Dans les faits, on va pas se mentir, c'est définitif. Comme toujours dans l'histoire monétaire, les mesures temporaires deviennent éternelles pour toujours. Alors pourquoi Nixon brise-t-il le système qui a fait la prospérité de l'après-guerre? Parce que maintenir la convertibilité en or coûte beaucoup trop cher. La guerre du Vietnam, les programmes sociaux, la course spatiale. Les dépenses américaines explosent, exactement comme Rome au IIIe siècle. Quand les dépenses dépassent les revenus, la tentation de dévaluer devient irrésistible.
Mais contrairement à Rome, l'Amérique ne se contente pas de réduire la teneur métallique de sa monnaie. Elle aurait pu le faire, de passer de 35 l'once à 60 l'once par exemple. Elle fait beaucoup mieux. Américain, elle supprime complètement le lien avec le métal précieux. Découverte grisante. Les États-Unis d'Amérique peuvent désormais imprimer des dollars à l'infini, sans la moindre contrainte physique. Plus besoin d'extraire de l'or des entrailles de la terre, ni de convaincre des citoyens à accepter la dévaluation. Une simple ramette de papier, un soupçon d'encre bleutée, et la machine se met en marche. Les pères fondateurs savaient déjà comment ce genre d'histoire se termine. Mais cette fois-ci, tout semble différent. La lampe du génie est couplée à la plus puissante des artilleries. La monnaie peut-elle encore vaciller quand elle est protégée par la première armée du monde? Eh bien non. Les années 70 voient la première explosion monétaire américaine. L'hyperinflation atteint 20% par an. Les prix doublent en 5 ans. Le dollar chute face aux autres devises, notamment européennes, mais ils échappent au pire. Un petit miracle. Contrairement aux empereurs romains, l'Amérique réussit à dompter sa première grande crise. Paul Volcker, dans les années 80, alors président de la Réserve fédérale américaine, frappe un coup de massue en relevant les taux d'intérêt à 20%. Mais bien sûr, il y a toujours une contrepartie, et à l'époque, ça a plongé le pays dans une récession brutale. Pourtant, l'inflation fut littéralement brisée net. Le dollar ressort renforcé de cette épreuve, leçon retenue, encore, on peut imprimer de la monnaie, mais avec modération. Donc pendant 20 ans, les États-Unis appliquent une politique monétaire relativement sage. Croissance solide, inflation maîtrisée, dollar respecté, la confiance qui règne. Mais voici le piège mortel des cycles monétaires. Le succès rend arrogant. La modération initiale laisse place à l'excès. Bienvenue en 2008. Crise financière mondiale oblige, Ben Bernanke, président de la Fed à ce moment-là, lance l'assouplissement quantitatif. C'est un petit nom technique pour en réalité très simple. Imprimer massivement des dollars, sauver les banques. Le quoi qu'il en coûte refait ici surface. Première vague, 1000 milliards de dollars créés. Puis une deuxième vague, 800 milliards supplémentaires. Attendez, c'est pas tout. Puis une troisième vague, montant illimité. Voilà. En quelques années, la Fed multiplie par 5 la quantité de dollars en circulation. C'est du jamais vu dans l'histoire monétaire moderne. Alors que le monde semblait doucement se stabiliser, chacun à son rythme, pandémie du Covid-19. Nouvelle excuse pour une nouvelle explosion monétaire. En 2 ans, l'Amérique crée plus de dollars que pendant les 200 dernières années. 40% de tous les dollars existants ont été créés après 2020. Bon, résultat prévisible. L'inflation revient jusqu'à 9% en 2022 en fonction des indicateurs qu'ils utilisent, les prix de l'immobilier explosent, l'essence double, l'alimentation s'envole et les populations découvrent encore avec amertume que l'argent magique n'est pas gratuit. Quelqu'un paiera toujours. Et ce quelqu'un, c'est toujours les citoyens ordinaires qui vont tout simplement observer leur pouvoir d'achat s'évaporer. Nous voici donc face à la question cruciale. Sommes-nous aujourd'hui en train de revivre le cycle romain? Le fameux dollar de 2025 ressemble-t-il au denier de l'empereur Galien? L'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime toujours, et si vous l'avez peut-être déjà oublié, sachez que ce n'est jamais différent. Observons maintenant les grands cycles monétaires, avec un recul de l'histoire. Car derrière le chaos, à pair des événements, se cache une pattern implacable qui se répète depuis des millénaires. Cycle chinois, 800 ans après Jésus-Christ, invention du papier-monnaie. 1375, effondrement des billets mis. C'est quand même 575 années de domination, puis une chute brutale. Le cycle romain, 1er siècle après Jésus-Christ, apogée du denier d'argent, et 3e siècle, destruction monétaire totale, c'est 200 années de prospérité, puis effondrement en une génération. Il y a également eu le cycle espagnol, 1545. L'or et surtout l'argent du Nouveau Monde inondent l'Europe. Ça fait d'ailleurs du pesos de 8 la monnaie dominante des échanges mondiaux à ce moment-là. Mais seulement un siècle plus tard, vers 1747, l'inflation généralisée et les banqueroutes successives marquent la fin de l'hégémonie espagnole.
un règne monétaire d'environ une centaine d'années. Cycle britannique. 1720, la livre sterling devient progressivement la monnaie de référence mondiale. Et en 1920, fin de l'état-noir britannique après la Première Guerre mondiale, 200 années d'hégémonie monétaire, terminé. Vous la voyez, cette pattern? En fait, chaque grande monnaie règne entre 150 et 250 ans. Jamais moins, rarement plus. Alors pourquoi cette régularité troublante? Parce que la durée d'un cycle monétaire correspond toujours à la durée de vie d'un empire. Et qu'un empire suit toujours la même trajectoire, naissance de la frugalité, croissance de la discipline, apogée dans la prospérité, décadence dans l'excès, chute dans le chaos. La monnaie n'est que le reflet fidèle de cette évolution politique et sociale. La première phase, c'est la phase de la sagesse. Chaque nouvelle monnaie dominante naît d'un traumatisme monétaire antérieur. Les Américains créent le dollar après l'effondrement du continental. Les Romains unifient leur système monétaire après le chaos de la guerre civile. Les leçons du passé forgent la sagesse présente. Il y a une deuxième phase, c'est la croissance dans la discipline. Les nouvelles monnaies accompagnent l'expansion d'un empire. Mais cette expansion reste toujours mesurée, financée par de la vraie richesse, des vraies conquêtes, du commerce et de l'industrie. À ce moment-là précisément, on n'est pas encore dans la création monétaire artificielle. C'est la troisième phase, ou l'apogée dans la prospérité. C'est l'Empire qui va dominer le monde, sa monnaie devient la référence universelle. C'est l'âge d'or, Rome au 1er siècle, l'Amérique dans les années 50. En fait, tout semble possible et éternel. La quatrième phase, c'est la décadence. Et la décadence dans l'excès, l'ivresse de pouvoir qui fait perdre la sagesse originelle. Les dépenses explosent, les guerres se multiplient, la création monétaire remplace la création de richesse. C'est ici un petit peu Rome au 2e siècle, qui peut faire référence à l'Amérique des années 70. La cinquième phase, c'est la chute dans le chaos. En fait, la confiance s'évapore. L'inflation explose, l'économie s'effondre et l'empire implose. C'est une nouvelle puissance qui va émerger avec une nouvelle monnaie. Et le cycle recommence. En fait, si on applique ça maintenant à cette grille d'analyse au dollar américain, naissance en 1792, croissance 19e siècle, apogée 1944-1970, décadence depuis 1971. Si le cycle du dollar suit les règles historiques, sa domination devrait s'achever au maximum en 2042. Nous sommes actuellement en 2025. Et selon les cycles historiques, nous devrions déjà être dans la phase terminale de l'hégémonie du dollar. Coïncidence troublante, c'est exactement ce que nous observons. Inflation de retour, déficit explosif, dette impayable, remise en cause internationale du statut de la réserve du dollar. Si on regarde maintenant les signaux d'alarme qui clignotent aujourd'hui autour du dollar, car l'histoire nous enseigne que les effondrements monétaires ne surviennent jamais sans prévenir. Les signes sont toujours là. À qui sait les lire? Le premier signal, c'est la dette. Elle explose. L'Empire américain doit aujourd'hui 36 000 milliards de dollars. Chaque seconde, cette dette augmente d'1 million de dollars. En fait, à ce rythme, elle atteindra 50 000 milliards de dollars en 2030. Personne, je dis bien personne, ne peut rembourser une telle somme par des moyens conventionnels. Restent alors deux options. Soit un défaut de paiement, ou une dilution monétaire massive. Et l'histoire nous montre et nous apprend que les empires, tous sans exception, choisissent toujours la seconde solution. Imprimer plus, plus vite pour rembourser. Exactement comme Rome au IIIe siècle. Exactement comme la Chine de Ming au XIVe siècle. Le deuxième signal, et personne ne peut l'ignorer, on en parle depuis des années, les BRICS, la fuite des alliés. La Chine et la Russie ne règlent plus leurs échanges commerciaux en dollars. L'Inde achète du pétrole russe en roupies, l'Arabie Saoudite envisage de vendre son pétrole en yuan, et même la France d'Emmanuel Macron appelle à réduire la dépendance européenne au dollar. Quand les vassaux abandonnent la monnaie de l'hégémonie, c'est que l'hégémonie touche à sa fin.
Troisième signal, l'impression monétaire compulsive. Face à chaque crise, l'Amérique réagit de la même manière. Imprimer des dollars. Crise de 2008, quantitative easing. Covid 2020, plan de relance de 1000 milliards de dollars. Inflation de 2022, nouveau programme de dépenses très important pour redynamiser la croissance. Cette compulsion révèle que l'Amérique a perdu le contrôle littéral de sa politique monétaire. On le voit encore plus aujourd'hui avec les affronts quotidiens et les menaces quotidiennes de Donald Trump face à Jerome Powell. Comme un toxicomane, cette politique monétaire a besoin de doses toujours plus fortes de création monétaire pour maintenir l'illusion de la croissance. 1% de croissance, 2% de dette. Quatrième signal très fort. On l'aborde si souvent. Ce n'est plus un secret pour personne. La polarisation politique interne. Un empire qui est sûr de lui peut se permettre des débats démocratiques. Un empire en déclin sombre toujours dans la guerre civile. L'Amérique d'aujourd'hui ressemble davantage à la République romaine finissante qu'à l'Amérique confiante des années 70. Et c'est évident, cette instabilité politique fragilise la confiance internationale dans le dollar, et on va se poser les bonnes questions. Qui veut placer ses réserves de monnaie dans un pays au bord de la guerre civile? Cinquième signal. Bitcoin dépasse 2000 milliards de capitalisation. Les banques centrales développent leur propre monnaie numérique. Les pays émergents créent des systèmes de paiement indépendants du dollar. Ce sont ces alternatives qui ne remplacent pas encore complètement le dollar, mais elles préparent l'après-dollar. C'est comme l'or américain qui préparait l'après-livre sterling dans les années 30. L'addition de ces signaux dessine un scénario très inquiétant pour l'avenir du dollar. Non pas un effondrement brutal, comme le denier romain, mais une érosion progressive dans son statut de monnaie de réserve mondiale. Ce processus pourrait prendre encore peut-être 10, 20 ans, mais la tendance lourde semble irréversible. Le cycle du dollar touche probablement à sa fin. Nous voici à nouveau à la croisée des chemins de l'histoire monétaire. Le cycle de dollar s'achève. Un nouveau cycle commence, mais lequel? Le 3 janvier 2009, au cœur de la crise financière mondiale, un mystérieux Satoshi Nakamoto lance Bitcoin. Coïncidence? Certainement pas. L'histoire monétaire nous enseigne que les révolutions monétaires naissent toujours des crises de l'ordre ancien. Bitcoin n'est pas qu'une crypto-monnaie, c'est un nouveau paradigme monétaire qui défie tous les cycles historiques précédents. La première rupture, c'est sa rareté absolue. Tous les empires précédents ont fini par dévaluer leur monnaie. Bitcoin, il ne peut pas, mathématiquement, il est limité à 21 millions d'unités. Donc impossible d'en créer davantage, même pour financer une guerre encore cruciale ou sauver une banque. La deuxième rupture, c'est la décentralisation absolue. Toutes les monnaies précédentes dépendaient d'un empire central. Bitcoin n'a pas de centre, pas de gouvernement, il n'a pas d'empereur. Personne ne peut le contrôler ou l'interdire totalement. Troisième rupture, la transparence absolue. Toutes les transactions de Bitcoin sont publiques et vérifiables. C'est impossible de créer secrètement des Bitcoins comme des empereurs romains qui créeraient des deniers dévalués. Ces caractéristiques font de Bitcoin l'anti-monnaie par excellence de l'histoire. Bitcoin est donc conçu ici pour échapper à tous les cycles de dévaluation qui ont conduit à l'effondrement de tous ses prédécesseurs. Mais Bitcoin peut-il vraiment devenir la nouvelle monnaie de la réserve mondiale? Alors l'histoire nous enseigne ici qu'une monnaie ne domine jamais sans l'empire qu'il soutient. Alors d'après vous, c'est quoi l'empire de Bitcoin? C'est un paradoxe, c'est fascinant. Bitcoin n'a pas d'empire au sens traditionnel, mais il a quelque chose d'encore plus puissant. Un réseau décentralisé de millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est un empire numérique sans aucune frontière, sans gouvernement et sans armée. Cette innovation pourrait littéralement briser définitivement les cycles monétaires historiques. Pour la première fois de l'histoire humaine, nous aurions une monnaie véritablement internationale, détachée du destin d'un empire en particulier. Le scénario
optimisme, c'est que Bitcoin devient progressivement la réserve de valeur mondiale. Les banques centrales accumulent massivement Bitcoin, comme elles accumulent de l'or encore aujourd'hui. Mais l'histoire nous enseigne la prudence, car chaque génération croit avoir inventé la solution définitive à tous nos problèmes monétaires. Les Chinois, Song, croyaient leur jalousie éternelle. Les Américains de 1944 croyaient que Bretton Woods était définitif. Bitcoin fait face à ses propres défis. Actuellement, on observe une volatilité extrême, une consommation énergétique massive et une adoption, malgré nous, encore limitée. Également, la résistance acharnée des gouvernements va continuer à s'intensifier, qu'on le veuille ou non. Alors bien sûr, en vous disant ça, ces obstacles peuvent assez facilement être surmontés. Mais il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais une chose est certaine, Bitcoin représente aujourd'hui la tentative la plus sérieuse de l'histoire pour créer une monnaie échappant à des cycles de dévaluation. Nous assistons actuellement à la naissance d'un nouvel âge monétaire. L'ère des empires monétaires nationaux touche très probablement à leur fin. L'avenir appartiendra sans l'ombre d'un doute aux monnaies numériques globales. Posons-nous cette question. Ces nouvelles monnaies échapperont-elles vraiment au cycle de l'histoire? Ou est-ce qu'elles vont reproduire d'elles-mêmes, sous de nouvelles formes, les mêmes patterns de naissance, apogée, décadence et enfin, le chaos? Encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Mais nous avons un privilège extraordinaire de vivre cette transition qui est historique. Nous sommes aujourd'hui les témoins de la fin d'un monde monétaire et la naissance d'un autre. Maintenant, vous savez. Maintenant, il nous est impossible de le nier. On peut rappeler quelques leçons qu'on pourrait tirer, comprendre notre époque et anticiper l'avenir. D'abord, tous les empires finissent par croire que leur monnaie fait exception aux règles de l'histoire. Rome se croyait éternelle. L'Espagne se croyait bénie par l'or du Nouveau Monde. La Grande-Bretagne pensait que le soleil ne se coucherait jamais sur l'Empire. Et l'Amérique croit aujourd'hui que le dollar restera éternellement la monnaie de réserve mondiale. Et c'est précisément cette arrogance qui précède toujours à la chute. Car elle pousse les dirigeants à prendre des risques inconsidérés, convaincus que les règles économiques ne s'appliquent pas à eux. Ensuite, et ce n'a jamais été d'autant d'actualité, la création monétaire est littéralement une drogue. Au début, elle semble miraculeuse. Rome finance ses légions en dévaluant sa monnaie, mais juste un peu. Ming finance ses palais en imprimant des billets. L'Amérique finance ses guerres en créant plus de dollars. Mais comme toute drogue, la création monétaire crée une accoutumance. Il faut des doses toujours plus fortes pour obtenir les mêmes effets, jusqu'au jour où l'overdose devient fatale. Enfin, la confiance se fragilise. Une monnaie peut dominer le monde pendant des siècles, puis s'effondrer en quelques années, pour la simple et très bonne raison que la confiance monétaire repose sur des fondations psychologiques, et ici, pas physiques. Elle peut s'évaporer du jour au lendemain. Si les citoyens perdent la foi en leurs dirigeants, c'est terminé. Et c'est cette fragilité qui explique pourquoi les effondrements monétaires sont souvent si brutaux. On peut le rappeler, Rome met 150 ans à dévaluer complètement le denier et il met 20 ans à littéralement s'effondrer. L'innovation monétaire naît des crises. Le papier-monnaie chinois naît de la nécessité de faciliter le commerce de la route de la soie. Le dollar américain naît du traumatisme du continental. Bitcoin est né de la crise de 2008. Et dans cette logique, chaque révolution monétaire prétend résoudre définitivement les problèmes de la précédente. Parfois c'est vrai, mais temporairement. Chaque innovation crée des nouveaux problèmes, ses propres problèmes, qui appelleront de nouvelles innovations. Les cycles s'accélèrent toujours plus vite, toujours plus fort, et c'est cette accélération qui reflète l'accélération générale de l'histoire. Dans notre monde, qui est aujourd'hui hyper connecté, les crises se propagent beaucoup plus vite, et les innovations se diffusent beaucoup plus rapidement. Les empires naissent et meurent à un rythme accéléré. Mais il y a une exception. Quand le denier romain s'effondre, l'or garde sa valeur.
Quand le billet de Ming ne valent plus rien, l'or reste accepté partout. Quand Bretton Woods s'écroule, l'or explose à la hausse. Alors, pourquoi cette permanence? Parce que l'or n'est la monnaie d'aucun empire en particulier. L'or appartient à l'humanité tout entière, et ce, depuis le début de la civilisation. Elle est là, toute la différence. Alors bien sûr, dans une certaine quantité. 25% de l'or sont détenus par des banques centrales. Mais une très grande partie de l'or aujourd'hui, et plus de la moitié, sont réunis dans des bijoux que vous portez. Cette leçon pourrait s'appliquer à Bitcoin. Conçu, lui également, pour échapper au contrôle de tous les empires. L'histoire moderne n'évolue jamais de façon linéaire et prévisible. Entre la fin d'un cycle et le début du suivant, on s'attend à des décennies de chaos, de guerres, de révolutions, de décisions. Nous entrons probablement, à l'heure où je vous parle, dans une de ces périodes de transition. La fin du cycle de dollars ne se fera pas en une passation de pouvoir ordonnée. Non, ça va être un bouleversement géopolitique majeur, avec des conséquences meurtrières et imprévisibles. C'est les leçons historiques qui éclairent les enjeux colossaux de notre époque. Nous ne vivons pas une simple crise économique passagère. Nous assistons aujourd'hui probablement à la fin d'un cycle monétaire séculaire et l'émergence d'un nouveau paradigme. Les choix que nous faisons aujourd'hui, collectivement et individuellement, détermineront notre sort dans cette transition historique. Ceux qui comprennent les leçons de l'histoire peuvent naturellement se préparer. Ceux qui les ignorent risquent d'être emportés par les bouleversements à venir. Voici donc au terme de ce voyage extraordinaire à travers l'histoire des grandes monnaies mondiales. De la Chine impériale à l'Amérique de Trump, nous avons traversé 25 siècles de grandeur et de décadence monétaire. Et maintenant, posons-nous la question ultime. Où en sommes-nous exactement dans ce grand cycle de l'histoire? C'est très simple. Regardons autour de nous. Observons les signes de notre époque avec des yeux neufs d'un historien monétaire nouvellement né. L'Amérique imprime des milliers de milliards de dollars comme les empereurs de Ming imprimaient des milliers de milliards de billets du trésor. Les déficits explosent comme en Rome au IIIe siècle. La dette devient impayable comme dans l'Espagne du XVIIe siècle et les alliés commencent à fuir, voire pire, s'affrontent à coups de tarifs douaniers comme dans l'Empire britannique des années 30. Ère de déjà-vu. Tous les signaux historiques de la fin de cycle clignotent au rouge vif actuellement. Mais contrairement aux générations précédentes, nous avons un avantage immense. Nous connaissons l'histoire. Nous savons comment ces cycles évoluent. Nous pouvons donc naturellement anticiper ce qui vient. Et c'est cette connaissance qui nous donne un pouvoir extraordinaire, celui de nous préparer au mieux à une transition qui s'annonce. Car ne vous y trompez pas, nous vivons un moment historiquement exceptionnel. Nos petits-enfants et leurs petits-enfants étudieront très probablement le début du XXIe siècle comme nous étudions actuellement la chute de Rome ou la fin de l'Empire britannique. Ils se demanderont probablement comment leurs ancêtres ont vécu cette bascule civilisationnelle majeure. Alors, que devons-nous faire? De façon concrète. D'abord, on va garder notre humilité. Tout ceci n'est peut-être pas le futur qui nous attend et qui est tout tracé. C'est peut-être une simple version possible, probable, de ce qui nous attend. Mais, je me le dis toujours, est-ce vraiment différent? Et cette question qui me taraude, est-ce que le risque en vaudrait bien la chandelle? On peut se préparer à différents scénarios possibles, diversifier nos avoirs, apprendre de nouvelles connaissances, développer notre résilience personnelle et collective. On peut transmettre cette connaissance, et c'est bel et bien l'ignorance de l'histoire qui est le meilleur allié des démagogues qui promettent des solutions miracles qui ne fonctionnent jamais. En comprenant ces cycles monétaires, nous devenons moins manipulables par ceux qui prétendent avoir inventé l'argent magique. Bien sûr, on peut participer de façon consciente à la création du monde monétaire de demain. Bitcoin, les monnaies numériques des banques centrales, des systèmes de paiement privés.
toutes ces innovations cherchent encore leur forme définitive. Nos choix d'adoption, nos votes politiques, nos investissements personnels contribuent à dessiner l'avenir monétaire de l'humanité. L'histoire monétaire nous enseigne que rien, je dis bien rien n'est éternel. Ni les empires les plus puissants, ni les monnaies les plus respectées, ni les systèmes les plus sophistiqués. Tout naît, croît, atteint son pic d'apogée, puis décline et finit par disparaître, pour laisser place à autre chose. C'est la loi implacable des cycles historiques. Mais l'histoire nous enseigne aussi que l'humanité survit à tout, je dis bien tous les effondrements monétaires. Il s'adapte, il innove, il construit et reconstruit, et chaque fin de cycle porte en germe les cycles suivants. L'effondrement de l'Empire britannique a libéré les énergies de la décolonisation. La fin du cycle du dollar pourrait ouvrir une ère de monnaie vraiment mondiale, échappant enfin à un contrôle des empires nationaux. Nous avons le privilège extraordinaire de vivre cette transition historique majeure. Nous sommes les témoins privilégiés de la fin d'un monde monétaire millénaire et de la naissance d'un autre. Cette perspective devrait, je pense, nous remplir d'excitation et pas d'angoisse. Car l'histoire monétaire nous montre que les périodes de transition, aussi chaotiques soient-elles, sont aussi les plus riches et les plus créatrices en opportunités. C'est précisément dans ces moments-là de bascule que naissent les innovations qui définissent les siècles suivants. Alors, je vous invite à garder les yeux grands ouverts, l'esprit en alerte et le cœur confiant. L'avenir monétaire de l'humanité s'inscrit et s'écrit en ce moment même. Alors rassurez-vous, l'histoire continue et elle n'est pas prête de s'arrêter. Et elle compte sur nous pour tout simplement l'écrire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère encore une fois que je vous ai apporté un maximum de valeur pour cette 4e vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la découvrir que de moi l'écrire. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 18 h, pour une nouvelle vidéo d'Hermès. Ciao.